C'est avec la dernière fréquentation de cette matinée. Donc, c'est François-Xavier Souté à qui je prie de se présenter soi-même, que on a Bon, ça va, au revoir. besoin. Voilà, donc merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette journée. Donc, je m'appelle François-Xavier Souté, je suis professeur de philosophie, je suis en troisième année de thèse à Bordeaux et sous la direction de Christophe Bouton. Et je travaille sur la mort de Dieu chez Hegel et Nietzsche. Donc là, mon propos sur les monstres de Nietzsche va être un petit peu en résonance largement avec ce que Babette venait de dire. Dans La monstruosité et le monstrueux, Georges Canguilhem définissait le monstre comme le vivant de valeur négative. Un vivant qui n'est pas seulement de valeur diminuée, mais dont la valeur est de repoussoir. Le monstre est ainsi ce qui me renvoie à la contingence des lois que je pensais nécessaires et qui crée le malaise, dans la mesure où il révèle l'accidentalité de mon propre corps et me montre ce que j'aurais pu être. La définition de Canguilhem de la monstruosité est largement tributaire de la pensée de Nietzsche. Pourtant, si beaucoup de monstres sont présents dans le corpus nietzschéen, la notion de monstre n'est pas explicitée par son auteur. La première interprétation que je voudrais proposer sur les monstres, c'est qu'ils tendent à se substituer à la notion prétendument unitaire d'homme. Trois éléments vont dans ce sens. D'une part, Nietzsche articule de façon récurrente l'homme et l'animal. Mais à la différence de la tradition classique qui définit l'homme comme animal pour mieux marquer le contraste entre l'homme et l'animal, Nietzsche maintient l'homme dans l'animalité. Deuxième point, Nietzsche ne parle pas souvent d'homme de façon univoque, il lui faut toujours qualifier le type d'homme dont il parle. Dernier homme, surhomme, homme supérieur, le plus laid des hommes. Bref, il ne pense la norme humaine qu'à travers ce qui contredit cette norme. Enfin, il parle toujours de l'homme comme passage et non comme terme. Ainsi, dans le prologue de Zarathustra, il écrit: La grandeur de l'homme, c'est qu'il est un pont et non un terme. Ce qu'on peut aimer chez l'homme, c'est qu'il est transition et perdition. Le monstre serait donc l'homme bien compris, c'est-à-dire l'homme en métamorphose, dont l'hybridité articule nature et culture, biologie et histoire. Le monstre, conçu traditionnellement comme contre-nature, permettrait alors de mieux comprendre la volonté de puissance, c'est-à-dire le déploiement de la vie dépourvu de sens en même temps que toujours embarqué dans le problème de son sens. La monstruosité entendue par Canguilhem n'oppose ainsi pas la vie à la mort, mais pose la vie toujours en prise avec elle-même. C'est la monstruosité et non pas la mort qui est la contre-valeur vitale. La monstruosité, c'est la menace accidentelle et conditionnelle d'inachèvement ou de distorsion dans la formation de la forme. C'est la limitation par l'intérieur, la négation du vivant par le non-viable. Or, précisément chez Nietzsche, on a affaire à la monstruosité comme ce par quoi la vie se manifesterait à elle-même, comment elle se voit de l'extérieur et de l'intérieur, comme ce qui excède toute norme et partant ce qui est inaccessible à la justification. La monstruosité restitue donc la vie en ce qu'elle est promue et en ce qu'elle est entravée. Or, comme tout vivant est chaque fois en prise avec le problème de son sens, donc avec ce que Nietzsche appelle le nihilisme, on pourrait dire que tout vivant est monstrueux. Mais si tout vivant est monstrueux, le monstre n'occuperait pas alors le statut d'exception qui confirme ou infirme la règle, mais plutôt la structure normale du vivant. Loin de se poser face à la norme, le monstre serait plutôt, donc cette structure normale du vivant. Et si pour Canguilhem, le monstre c'est le vivant de valeur négative, on pourrait dire que chez Nietzsche, le monstre est le vivant de nature nihiliste. Et puisque le nihilisme donc est double, passif et actif, le monstre sera du coup la manifestation d'une vie en tant qu'elle est promue et en tant qu'elle est entravée. Ce que je voudrais creuser, c'est la chose suivante, c'est que s'il y a un intérêt à penser le monstre chez Nietzsche, c'est que c'est pas pour penser un écart dans le vivant entre l'exception et la norme, mais plutôt de penser au sein de la vie elle-même des écarts permanents. S'il n'y a que des monstres, toute norme disparaît dans son principe. Comment alors penser un monde où tout est monstrueux sans faire disparaître le monstre lui-même? Or, c'est à mon sens le projet de Nietzsche qui traduit la fonction réelle de la monstruosité dans son œuvre, le projet de l'Umwertung, de la transvaluation des valeurs. Vivant dévalué par la norme, le monstre chez Nietzsche occupe la place de celui qui renverse la norme. Donc c'est la raison pour laquelle la pensée de Nietzsche constitue, moi, à mon sens, un discours sur les monstres, c'est pas une tératologie, qu'elle présente un discours des monstres eux-mêmes. C'est-à-dire que Nietzsche, le geste nietzschéen, c'est de faire parler les monstres. Faire parler les monstres comme acteurs de la transvaluation.
Donc, mon propos, je le diviserai en quatre temps, je n'essaierai de pas déborder. La monstruosité et la volonté de puissance, la monstruosité du nihilisme passif, la monstruosité du nihilisme actif, et enfin, dernière hypothèse, la monstruosité comme structure même de l'œuvre de Nietzsche. Donc, premier point, monstruosité et volonté de puissance. Pour identifier le monstre à une forme de volonté de puissance, il faut d'abord l'intégrer dans un monde spécifique. Canguilhem écrivait que l'existence des monstres mettait en question la vie quant au pouvoir qu'elle a de nous enseigner l'ordre. Donc l'existence des monstres impliquerait un monde lui-même dépourvu d'ordre. Or, c'est précisément ce que Nietzsche décrit au paragraphe 109 du Gestavoir. Gardons-nous. Nietzsche s'oppose dans ce texte radicalement à la définition kantienne de la nature, entendue par Kant du coup comme l'ensemble des phénomènes en tant qu'ils obéissent à des lois. Les phénomènes naturels non seulement contredisent, selon Nietzsche, les lois particulières, mais encore la loi dans son principe même. Il écrit ainsi, le caractère général du monde est de toute éternité chaos, non pas au sens de l'absence de nécessité, mais au contraire au sens de l'absence d'ordre. Il n'y a du coup dans le monde nietzschéen ni ordre, ni loi, ni finalité. Le monde est posé comme impensable en vertu du principe selon lequel toute tentative de le penser reviendrait à le penser par rapport à l'homme, c'est-à-dire à l'humaniser. Ce que Nietzsche cherche à penser, c'est un chaos, c'est-à-dire une force sans loi. Le chaos signifie alors l'absence de sacré et constitue une étape au projet de dédivinisation. Quand aurons-nous totalement dédivinisé la nature? Le monde nietzschéen, du coup, est ainsi dédivinisé et déshumanisé, c'est-à-dire naturalisé. Ce qui signifie que c'est un monde où la pluralité essentielle des types de vie contredit toute unité normative à laquelle se référer. Et ce monde, du coup, devient un environnement propice au développement des monstres. Deuxième point, pour penser le monstre et la volonté de puissance, c'est duel, je dirais, c'est l'auto-présentation de la vie, le fait que la vie parle d'elle-même, et le fait que la vie se dépasse, donc l'autodépassement de la vie. Ce point, à mon sens, est développé dans un passage très célèbre du Zarathustra qui est du dépassement de soi, de la victoire ou de la victoire sur soi. Dans ce passage, Zarathustra restitue du coup le discours que la vie tient sur elle-même. Ce discours n'est pas un langage des mots, mais, selon Zarathustra, un langage du regard. Je cite Zarathustra, les vivants, je les ai suivis à la trace, alors que leur bouche était close. J'ai capté dans leur regard dans 100 miroirs, afin que ce regard me parlât, et ce regard m'a parlé. Comme expression de la volonté de puissance, le langage du regard se substitue du coup à la langue des mots. En outre, le discours que la vie tient sur elle-même porte toujours sur le risque qu'elle court de son propre déclin. Je cite Zarathustra, chaque fois qu'il commande, le vivant risque sa vie au jeu. Que commande un vivant pour Nietzsche? Toujours des interprétations. Ce que le vivant risque alors dans ses interprétations n'est pas qu'elles soient vraies ou fausses, perspectivisme oblige, mais que ces interprétations se retournent contre lui, c'est-à-dire contre la volonté qui les a posées. Troisième point, parce que la vie est toujours dans un risque de déclin, elle a pour essence de se dépasser en permanence. Donc la phrase de Zarathustra, c'est « Voix m'a-t-elle dit, je suis ce qui est contraint de se surmonter soi-même à l'infini ». Donc cette auto-présentation de la vie où elle se décrit comme se dépassant en permanence, implique un pouvoir de métamorphose de la vie, qui confère au vivant sa plasticité, tout autant dans sa capacité à changer de forme qu'à donner forme. La vie est du coup, troisième point, traversée par l'évaluation. Elle est à la fois créatrice et destructrice. Quiconque a la vocation d'innover en matière de bien et de mal commencera nécessairement par détruire et par briser des valeurs. Donc, la métamorphose permanente de la vie signifie qu'elle évalue et que son évaluation la transforme elle-même. Les valeurs lui sont coextensives au sens de prise pour se conserver et comme limite à dépasser. Donc, la vie colle avec le monstre en tant qu'elle est créatrice de valeurs, elle pose des valeurs en même temps qu'elle en détruit, et elle est aussi créature en tant qu'elle obéit à des valeurs et en dépend. Donc, une fois rapproché le monstre et la volonté de puissance, il faut du coup maintenant préciser que la volonté de puissance euh, est confrontée à deux, disons, directions, la tentation du déclin, que j'appellerais nihilisme passif, enfin, que j'associerais au nihilisme passif, et la volonté de dépassement, nihilisme actif. Donc là, je vais essayer d'étudier deux monstruosités. La monstruosité passive d'abord.
À mon sens, dans le cas de la monstruosité passive chez Nietzsche, je dirais que le monstre est un vivant qui fait peur, puisqu'il s'agit d'un vivant qui a peur. Peur de quoi? Peur de l'absence de sens. La monstruosité passive émerge du vivant à partir du besoin de sens. Ce type de vie s'enlaidit à vouloir se justifier. Chez Nietzsche, chercher une justification à la vie a toujours consisté à se porter au-delà de la vie. La justification de cette vie ne peut s'opérer que par la croyance en une autre vie. Le nihilisme, ainsi depuis Platon, opère une dévaluation du sensible au nom du suprasensible. Et la monstruosité passive aura d'abord pour visage la haine du sensible, issue du dégoût à l'égard de la vie, manifestée dans la figure de Socrate, du crépuscule des idoles. Donc le cas de Socrate émerge d'une volonté de puissance malade, que Nietzsche décrit comme malade, et dont la laideur est le symptôme. Il écrit monstrum in fronte, monstrum in animo. Donc ça veut dire que la monstruosité est d'abord interne, là dans le cas du nihilisme passif. La laideur de Socrate devient alors d'évaluation du sensible lui-même. La laideur, c'est une manifestation sensible de la haine du sensible. La dévaluation des sens implique alors une dévaluation de la sensualité. Le monstre passif est ainsi celui qui est en lutte contre ses propres instincts par la mortification du corps. Le corps mortifié de Socrate annonce alors la figure ascétique de la volonté de néant, qui est la variation pathologique ultime de la volonté de puissance, c'est-à-dire la volonté de puissance retournée contre elle-même. Donc le diagnostic posé par Nietzsche sur la monstruosité socratique est qu'il provient d'une volonté de puissance retournée contre elle et qui déploie le nihilisme. Ce nihilisme se déploie dans ce que j'appellerais la civilisation. Comment se constitue une civilisation pour Nietzsche? Là je le dis très vite, par le dressage. Le préalable du dressage, donc la création, l'engendrement des monstres passifs, là disons on pourrait dire, procède d'une volonté de donner du sens à la souffrance. Volonté qui est en réalité une auto-négation de la volonté. C'est-à-dire la volonté dans le dressage ne s'affirme plus en première personne, mais ne fait que réagir et obéir à un horizon de sens qui lui est imposé. Le dressage ne s'applique qu'à des vivants qui ne peuvent ni ne savent, c'est-à-dire ne veulent pas commander. Ce que Nietzsche appelle le troupeau, le peuple en tant qu'il obéit. À mon sens, la création des monstres du troupeau consiste en 3 temps: répression, mémorisation et uniformisation. Répression des instincts retournés contre eux-mêmes par la punition et la mortification. Donc la douleur du corps là apparaît comme une réponse à la souffrance de l'absence de sens. Et le dressage apparaît comme une gigantesque machine d'auto-justification et d'auto-affliction. Deuxième point, la mémorisation. Le dressage implique une continuité dans le temps qui suppose la mémoire. Et là, à ce moment-là, la mémorisation dans le dressage est mémorisation de la faux. L'auto-affliction, devient alors contagieuse, qu'elle part de ce que Nietzsche appelle la mauvaise conscience et se déverse sur autrui à travers le ressentiment. Enfin, l'uniformisation, qui est la création des sujets uniformisés, alors là, j'ai pas trop le temps de développer, mais qui, à mon sens, euh, sont les produits de la réflexivité, de l'intériorisation de la souffrance. C'est ce que dit Butler. Alors, c'est ce que dit, là, je renvoie à Butler dans La vie psychique du pouvoir. Je pourrais redévelopper après, mais là, j'ai pas le temps. Donc, le monstre civilisé est donc caractérisé par une attitude retournée contre la vie, pensée contre la barbarie, la civilisation, donc crée donc des vivants affaiblis et hostiles. Vivants, affaiblis et hostiles, voilà la monstruosité passive. La question qui se pose alors, c'est de concevoir un passage d'une monstruosité produite par un système de valeurs à une monstruosité qui transgresse ces valeurs. À mon sens, ce passage s'opère dans l'incorporation de la souffrance. C'est par l'incorporation de la souffrance qu'on passerait du nihilisme passif au nihilisme actif. Ce passage est montré dans un autre texte du Zarathustra qui s'intitule De la vision et de l'énigme. Dans ce texte, Zarathustra fait la rencontre, donc c'est le texte qu'on appelle celui de la naissance de Zarathustra, il fait la rencontre d'un jeune berger d'un jeune berger agonisant. Donc, il va y avoir dans ce texte, que je ne peux pas décrire entièrement là, mais deux monstruosités. La monstruosité du berger d'abord.
que Zarathustra décrit ainsi: Je vis un jeune berger qui se tordait, râlant et convulsé, le visage décomposé, car un lourd serpent noir pendait hors de sa bouche. La situation du berger qui s'est assoupi est celle d'abord de la vie déclinante à l'intérieur duquel commence à ramper le nihilisme passif. Donc là, il y a un jeu de symboles. L'expression, alors, ce jeune berger dont la bouche commence à être remplie par le serpent, du coup, ne peut pas crier. Donc le nihilisme passif, c'est ce qui ôte la possibilité de l'affirmation de soi. Et là vient à ce moment-là la métamorphose du berger. Il cracha loin de lui la tête du serpent et se dressa d'un bond. Ce n'était plus un pâtre, ce n'était plus un homme. Transformé, transfiguré, il riait. Jamais homme n'a ri comme lui sur cette terre. Donc, à mon sens, là, la métamorphose du berger restitue le projet de déshumanisation dans son principe, qui est l'acceptation du non-sens de l'existence. L'incorporation de la souffrance par le berger du coup, qui mord le serpent n'a alors d'autre sens que l'affirmation de soi, dont la pureté est ici restituée par le rire. Le rire exhibe ici la libération des instincts. En ce sens, le rire est l'ennemi, du coup, en acte de la civilisation, tel que je l'ai décrit avant, puisqu'il est par essence dévaluateur et désacralisateur. Il est l'expression pure de l'instinct. Le rire du berger pourrait donc, du coup, aussi être plus en écho à l'ironie de Socrate, puisque si le rire, lui, s'affirme, l'ironie avance toujours masquée. À mon sens, on peut aussi comprendre le rire de ce berger, qui est assez énigmatique, comme, comme réponse à la souffrance, avec un deuxième principe de la monstruosité active qui serait la cruauté. J'essaie de me dépêcher un petit peu. La cruauté peut se définir comme l'absence de compassion envers la détresse de l'absence de sens. Dans ce passage, du coup, la monstruosité est d'abord celle de Zarathustra, puisqu'il ne vient pas en aide au jeune berger qui l'appelle au secours. La monstruosité de Zarathustra, du coup, se traduit par la résistance à la pitié. Il veut ne pas secourir, il veut ne pas être compatissant. Donc la cruauté a en ligne de mire l'amour chrétien. Et du coup, fait écho à une autre cruauté, là, j'ai pas le temps du tout d'en parler, mais qui est celle du plus laid des hommes, donc dans la quatrième partie de Zarathustra. Et il faut considérer en fait que cette cruauté du monstre actif est en fait libératrice, car c'est la compassion qui, elle, en fait, fait la vraie monstruosité, l'authentique monstruosité contre laquelle Nietzsche s'opposerait, une monstruosité qui est à la fois affaiblissante et mensongère. Donc, euh, la surhumanité, du coup, passerait par une monstruosité active, celle de l'incorporation de la souffrance et celle de la manifestation de la cruauté. Il me reste un peu de temps? Il reste 2 minutes. D'accord, bah alors du coup, je vais essayer de présenter une dernière interprétation, celle de la monstruosité comme structure même de l'œuvre de Nietzsche. Pour penser cela, je remonterai à la naissance de la tragédie où il y a l'opposition classique entre Apollon et Dionysos. Apollon, dieu du rêve et du principe d'individuation, Dionysos, dieu de l'ivresse et de l'orgie. Le monstre, on voit, tient à la fois du dionysiaque et de l'apollinien. Apollinien comme figure onirique du rêve et individué. C'est un monstre, un personnage. Et dionysiaque en raison de sa difformité, de son excès sur la forme. Le monstre est donc l'excès qui déborde l'individu, un contenu toujours en excès sur la norme et sur la forme. D'où le fait que le héros tragique est par essence monstrueux. Oedipe ne contredit pas simplement des normes éthiques par l'inceste ou le parricide, il détruit en même temps les formes, c'est-à-dire les places censées situer les individus eux-mêmes. Père et frère, mari et fils, Oedipe montre que la forme linguistique est toujours prise en défaut, débordée par sa nature. La langue tragique est ainsi une langue qui vient bousculer une langue qui vise à faire tomber le masque des mots. Donc la langue de Dionysos est donc la mise au second plan de la question du sens, un déni du sens, entendu comme signification ultime et univoque, d'où la dimension essentiellement musicale de cette langue. Elle est davantage, du coup, elle vise davantage la satisfaction que la signification, elle est davantage expressive que communicative. La langue de Dionysos vise alors la désindividuation. Le problème de la communication, et c'est pour ça qu'on peut essayer de voir l'œuvre de Nietzsche comme elle-même monstrueuse, dans la naissance de la tragédie, consiste du coup en une théorie du signe où les mots doivent, par leur insuffisance même, faire signe vers un au-delà du sens. Donc c'est ça, en ce sens que, à mon sens, on peut voir la monstruosité comme structure de l'œuvre de Nietzsche.
Et à mon sens, du coup, on pourrait poser la dernière interprétation suivante, appliquer la monstruosité non pas simplement à l'œuvre de Nietzsche, mais à Nietzsche lui-même. C'est-à-dire que du coup, Nietzsche serait, en dernière instance, le monstre ultime, puisque d'une part, pas simplement parce qu'il est l'auteur de l'œuvre, mais en plus parce qu'il s'inclut lui-même dans l'œuvre et se définit lui-même comme monstre. Donc là, je reprends Ecce Homo. Je ne suis pas un être humain, je suis de la dynamite. Refus de l'humanité. Refus de l'individualité, je suis trop méchant pour croire en moi-même. Et de la moralité, je ne veux pas être un saint, plutôt encore un guignol. Ma réponse. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci beaucoup, alors, c'est pas une question, alors, c'est une objection, mais alors une objection vraiment à la marge, ça touche absolument pas l'essentiel de votre travail qui porte sur Nietzsche. C'est sur Canguilhem. Enfin, il se trouve que moi, j'ai réécrit il y a pas longtemps sur le monstre aussi, donc j'ai relu ce texte de 62, Monstrueux et monstruosité. Je suis vraiment pas sûr du tout, hein, Nietzsche n'apparaît pas dedans, et je suis pas sûr qu'il y ait même quelque chose d'allusif à Nietzsche. On pourrait presque dire, donc c'est pour ça, vous pourriez très bien garder le truc en utilisant Canguilhem, mais juste en le retournant, parce que Canguilhem, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il veut se démarquer d'un usage du concept qui a été fait, hein, s'il distingue monstruosité du monstrueux, c'est qu'il le monstrueux, c'est du côté l'influence légale, avec justement tout ce qui est de l'ordre de la valeur, et la monstruosité, les vraies références, c'est Geoffroy de Saint-Hilaire, etc., c'est la tératologie, et quand il parle de la contre-valeur, c'est juste une frontière intérieure à la vie, et dire que la vie est pauvre en monstre. D'accord? Donc c'était juste par rapport à ça, parce que ça m'a titillé, Ouais, je l'ai relu il y a très récemment, je pense pas ouais. qu'il y ait, je peux me tromper, hein, faudra Non, vérifier, ouais, bien sûr, ouais. mais voilà, je sens sous la prudence, parce que je pense pas qu'il y ait du Nietzsche, il cite ailleurs, Oui, voilà, c'est ça, oui, non, oui, 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 c'est ça, connaissance oui, de la oui, vie, là, cite Nietzsche, bien donc sûr. c'est pour ça que vous pouvez, enfin, il y a des choses intéressantes quand Guillaume s'y intéressait, mais ce texte-là, je crois qu'au contraire, on pourrait presque le dire, et ça change rien à Ouais, votre propos, qu'il se méfie justement de cet usage classique qui a été fait du monstre ouais. dans ce qu'il y a juste de hors norme. Hmm. De... Oui, oui, bien sûr. Bah, alors, c'est pour ça que je voulais essayer de démarquer, mais j'avais pas eu le temps là de le faire. Mais démarquer, en fait, Canguilhem, en fait, est plus un prétexte Ah oui, oui, non, pour j'ai entendu, c'est introduire, hein. pour ça que je vous disais que Mais c'est bien juste, sûr, oui. ça que ça change rien à votre propos, Hmm. Ah, c'est pour ça que je c'est voulais plus une démarquer quand même. précaution. Ouais, ouais. Vivant de valeur négative et le vivant nihiliste, Ouais, du ouais, coup, c'est ce donc que j'ai vivant. entendu, De ouais. toute Ouais, façon, ouais, c'est pour c'est ça que ça change pas. voilà. C'est ce que j'ai entendu. Merci beaucoup. Ouais. Oui. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Allons-y. Moi, la première question, c'est du coup, juste pour être sûr, si j'ai bien compris, puisque tu es revenu plusieurs fois sur le problème de la vie, Mhm. le monstre se pense du coup via peut-être Angoulême, dans le cadre du vivant, c'est ça, hein. Oui, Ok. oui. Et alors, ma deuxième question, c'est, à un moment, tu as joué, j'ai l'impression, sur le terme de monstre en disant, à la fin, quand tu as dit, en fait, finalement, la cruauté du monstre actif, elle est libératrice, Mhm. alors que la compassion chrétienne, c'est la vraie monstruosité. Oui. Et là, j'ai l'impression que tu reprenais pour la première fois le terme de monstre ou de monstruosité dans son sens, en fait, moral ou classique Ouais. que tu as relégué. Est-ce que tu joues avec ça dans ta thèse à un moment ou de dire que, enfin, de reprendre quand même l'aspect moral ou moralisateur du terme de monstre ou pas du tout? Bah, en fait, moi, dans ma thèse, si tu veux, ce que j'essaie de voir, c'est déjà, en fait, enfin, ça me permet de penser éventuellement une catégorie qui soit post-mort de Dieu, parce que c'est quand même là-dessus que je travaille, et c'est de voir du coup une généalogie de la monstruosité enfin, dans l'événement ou dans le sentiment même de la mort de Dieu, en fait, c'est pas dans le nihilisme. Alors, il y a une monstruosité morale chez Nietzsche qui, à mon sens, euh, en fait, avance masquée, si tu veux. C'est-à-dire que là où chez Socrate, elle est manifeste dans sa laideur, en fait, la laideur de Socrate, en fait, chez Nietzsche, c'est ce qui me permet d'ailleurs de l'associer à Hegel, c'est qu'elle est manifeste pour un grec. C'est contre nature pour un grec d'être laid, pour un peuple si beau. La laideur est déjà symptomatique d'un problème. À la différence en fait de l'amour chrétien qui lui en fait colle beaucoup plus avec l'univers dans lequel il se déploie, c'est-à-dire l'univers du nihilisme, puisque c'est un univers dans lequel il est coextensif. La monstruosité de la compassion, en fait, la monstruosité morale, elle avance masquée. Donc en fait, il y a plutôt que deux monstruosités, une monstruosité qui se voile, qui se cache,
et la monstruosité qui s'affirme. Je pense que Nietzsche essaye de penser une monstruosité qui s'affirme dans le principe tout simplement d'affirmation de soi et qui passerait du coup par la cruauté. Et de toute façon, en fait, le principe même, la notion même de cruauté chez Nietzsche, elle est elle-même ambivalente, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que je prenais la notion de monstre, parce que le monstre, c'est une notion qui est volontairement ambivalente. La cruauté, elle est ambivalente, il y a une cruauté du nihilisme passif, des instincts retournés contre soi, donc c'est d'abord une cruauté envers soi-même, et une cruauté envers les autres dans le ressentiment. Tout ce que Butler, en fait, analyse un peu dans la vie psychique du pouvoir, en fait, elle déploie quand même aussi beaucoup ça. Et il y a une cruauté, elle, qui serait active, donc celle du plus laid des hommes, c'est ce que je voulais montrer, mais là, j'avais pas le temps, c'est-à-dire de celui qui, tout simplement, refuse la pitié, refuse la compassion, refuse l'auto-affaiblissement de la vie. Et d'ailleurs, le plus laid des hommes, c'est intéressant parce qu'il fait écho un peu à Socrate en un sens, c'est l'homme qui ne veut pas être pardonné. C'est l'homme qui supplie en fait Zarathustra de préserver sa monstruosité. C'est un monstre qui veut rester un monstre. Voilà. Donc il y a un petit peu cette ambivalence. C'est pour ça que je disais que le surhomme, c'est une espèce de monstruosité achevée au sens d'assumer, d'affirmer. Ouais. Juste question de référence, c'est gardons-nous les savoirs 109. 109 et autodépassement de la vie, Victor sur soi, c'est Ouais. là ou pas? Non, l'autodépassement de la vie, c'est Zarathustra, partie 2 du dépassement de soi. D'accord. Ou de la victoire sur soi. C'est Oui. Selbstüberwindung, en fait, le terme allemand. Voilà. Merci. Juste Oui. pour rebondir à Oui. nouveau sur Canguilhem, là où ça vaut la peine de creuser, c'est que justement, et ça ferait le point, c'est en remettant en contexte, c'est que Nietzsche écrit justement au moment où il y a la biologie, l'embryologie Ouais. du développement, il s'intéresse beaucoup à ces textes-là, ça renvoie à la notion d'organisme, Mhm. et Geoffroy Saint-Hilaire, le début de la tératologie, il en fait un usage, lui, Ouais. justement, sur les erreurs de la vie, et donc ça, c'est ce que Canguilhem pointe. Donc là, il y a Ouais. quelque chose de vraiment intéressant à faire. Vous avez tout à fait raison, Bien sûr, ouais. qu'il y a quelque chose qui se joue dans le rapport entre la biologie et la morale, Ouais. et tel que Nietzsche l'utilise. Il comprend très bien ça. Oui, exactement. Alors le Mm. truc, et c'est pour ça que bon, j'avoue, je me suis un peu plaisir sur la fin, mais je pense pas que ce soit simplement abusif. C'est-à-dire que là où ce serait pas une tératologie, c'est que ça supposerait, en fait, la tératologie, elle serait en un sens ce serait une discipline trop ancienne, je dirais. C'est-à-dire, en fait, qui supposerait qui dirait comment, à quel point, à quelles conditions, du coup, on peut étudier ce qui excède la norme, ce qui dépasse, en fait, nos cadres, en fait. Et je pense, en fait, que Nietzsche refuserait cette idée d'une tératologie pour qualifier son œuvre. Disons, même si beaucoup de monstres, là, j'en ai cité très peu, mais il y en a énormément. Il y a le dragon des valeurs, il y a l'état le plus froid des monstres froids. Enfin, je veux dire, il y a énormément de personnages, en fait, énormément de notions qui sont accompagnées d'une monstruosité. Nietzsche, en fait, s'inclut Ouais. dans la monstruosité du coup, qu'il ne décrit pas simplement, mais qu'il déploie, parce que la monstruosité, à mon sens, dans la lecture que je peux faire de Nietzsche, accompagne le projet de transvaluation. Mm. C'est-à-dire que c'est le vivant, en fait, qui va arriver à un certain stade, en fait, de fatigue quant à ses propres valeurs, quant à ses propres normes, et qui va, voilà, se renverser, quoi. Et ça vaudrait vraiment la peine dans Ouais, votre bien sûr. travail d'aller voir chez Geoffroy Saint-Hilaire justement la classification des monstres Ouais. telle qu'elle est faite en biologie et comment, à quel point c'était neuf à Oui, bien l'époque sûr, oui. que ça fascinait pas seulement Nietzsche, mais tous les intellectuels de sa génération et comment justement il peut peut-être transposer ça dans le Oui, Zarathustra oui, en bien faisant sûr. une sorte de Bien sûr. classification différente mais qui reprend vraiment les Ouais. catégories de Geoffroy Oui, Saint-Hilaire. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup.